Donc, ce qu'on va voir ensemble maintenant, c'est plutôt l'aspect collectif et en entreprise. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir au maximum? Ou qu'est-ce qu'il faudrait peut-être faire aussi ou envisager en tant que manager dans cet accompagnement d'une personne qui reprend le travail? Bon, c'est vraiment très, très drôle ton micro là, hein. Oui, et ça chatouille. En plus. Pendant qu'on fait un break de distorsion, personne n'est contre une photo sur Facebook de l'Assemblée. Levez la main si cette Ça va? page ne la publie pas. Merci. Je laisse continuer. Alors, pour revenir un peu, on le sait, hein, que le burn-out, enfin, je suppose que vous le savez tous, le burn-out, c'est un type de maladie qui vient d'un stress permanent, continu, de plusieurs mois, voire plusieurs années. Et donc, quelque part, on voudrait tous, quand on a des responsabilités, enfin, quand on a un boulot, parvenir à avoir voilà, cette philosophie, cette dame qui a le recul là face à une surcharge de travail ou en tout cas à une belle quantité de travail et pas plutôt être comme notre petite madame qui se dit non, non, c'est du stress positif, c'est du stress positif. Mais voilà, malheureusement, un peu des chiffres et c'est vraiment la seule introduction que je ferai parce qu'en 20 minutes, c'est vraiment très court, donc je vais aller straight to the point. Et ça, John en parlera tout à l'heure, hein, mais avoir en tête que 2 tiers des cas d'absentéisme sont liés soit à des troubles psychosociaux, soit à des troubles ergonomiques. C'est très important. Plus d'un travailleur belge sur 6 court le risque de tomber en burn-out. Et ça, c'est encore des statistiques qu'il faudrait mettre à jour parce que c'est vraisemblablement de pire en pire. 72% des employés se disent ressentir du stress. 86% des cadres se disent de plus en plus stressés. Et 37% des fonctionnaires, c'est quand même énorme, se disent victimes de harcèlement. Alors, le harcèlement moral n'est pas un burn-out, mais il peut mener au burn-out clairement. 2 travailleurs belges sur 3 dorment mal la nuit du dimanche au lundi. Je ne sais pas si c'est votre cas. S'il y en a ici qui ont un petit stress le dimanche soir en pensant à la semaine qui les attend. Il y en a? Avant? Oui, d'accord. Oui, d'accord. Voilà. Pareil. Oui. Il y a 2 ans, sérieusement. Oui, clairement. Hein. Tous les jours. Ouais. C'était même tous les jours. Alors, ce qui est positif malgré tout, c'est que ça nous donne une marge de manœuvre, c'est que quand même dans plus de 30% des cas, les symptômes du burn-out durent depuis plus de 12 mois. Donc il y a moyen de freiner ce cycle infernal qui mène au burn-out. Après des données qui sont assez impressionnantes, c'est d'après l'Organisation internationale du travail, le coût des journées de travail perdues pour des motifs liés à la sécurité et à la santé du travail devrait représenter 4% du PIB mondial. Donc il est temps de mettre enfin ce qu'il faut en place. Et les causes du stress le plus connu, c'est forcément la pression au travail pour 58%, 41% pour la pression du temps, 38% pour les changements organisationnels et tout de suite après, le 37% pour l'équilibre vie professionnelle, vie privée. Et ça va s'expliquer très rapidement juste derrière. Et puis 30% de conflits au travail. En général, il y a souvent des conflits qui n'ont pas été gérés au bon moment. Ça crée des conflits larvés. On essaie de les mettre sous le tapis, mais ça ne sert à rien. Ça ne va mener à rien, si ce n'est en général à empirer. Alors, brièvement, pour les grosses tendances qui expliquent que les burn-out ont explosé sur ces dernières années, d'un point de vue stresseur externe, c'est qu'il y a trois gros éléments. Il y a l'arrivée d'Internet il y a 20 ans et les emails qui amènent maintenant à de l'infobésité, à de l'hyperconnectivité, et Dieu sait si les enfants sont concernés, et à la virtualité du monde. Les smartphones ont évidemment augmenté ce problème de rapidité de la communication. Et donc, quelle est la personne qui, maintenant, quand il est à l'arrêt de bus, n'est pas en train de lire son smartphone pour voir les dernières news, quoi. Alors que, d'un point de vue neurologique, on n'a absolument pas besoin de ça. On a vraiment besoin de faire des vraies pauses. Notre cerveau n'est pas fait pour ça. Et puis, ça s'est conjugué avec la crise bancaire. Cette crise bancaire a eu des répercussions très importantes au niveau professionnel, tant dans la coupe dans les dépenses, la grande mode des open space, des flex space, des changements importants, l'isolement. Alors, le téléworking, c'est bien, mais jusqu'à un certain stade, hein, parce que s'il y a une perte de lien social, c'est problématique. Moins de personnel et donc du multitâche, et donc toute une série de personnes qui sont en difficulté par rapport à tous ces facteurs. Donc finalement,
Le stress, on pourrait, et j'ai pas le temps de l'aborder là maintenant, mais c'est vraiment une question de balance, d'équilibre entre la perception du stress par rapport à une situation et ma capacité à y résister, ma capacité à y faire face. Et tant que je ne mets pas en place ce qu'il faut, eh bien, il y a un moment où la balance se déséquilibre de plus en plus et il y a un risque de mener au burn-out, mais à d'autres pathologies. Il y a évidemment plein d'autres pathologies qui sont des conséquences d'un stress chronique. On n'a pas le temps d'en parler, mais voilà, les AVC et autres, il y a beaucoup de choses qui mènent à ça. Alors, quand on est, je vais revenir donc, quand on est dans le milieu professionnel, comment est-ce qu'on peut mesurer le stress perçu? Bizarrement, il n'y a pas énormément de modèles qui permettent de mesurer le stress. Et donc, quels sont les modèles liés au travail? On parle surtout de 2 modèles. C'est celui de Sigrist et Karasek. Et là, il est représenté en une seule dia parce qu'on va parler de 4 grandes familles autour de la charge de travail, des relations, des frustrations que va générer cette charge de travail et des changements. Donc derrière ça, ce qui va être intéressant dans une organisation, dans une entreprise, c'est lorsqu'on fait l'enquête et le diagnostic des risques psychosociaux, on va essayer de mesurer toute une série de facteurs qui sont là. Donc il va y avoir, est-ce qu'il y a des problèmes de contraintes de temps, de culte du dépassement, des consignes contradictoires? Moi j'en ai vécu un paquet. Peu de latitude ou de contrôle, des clients difficiles. Est-ce qu'on est dans un climat social plutôt de coopération ou bien de compétition? Est-ce qu'il y a des conflits larvés ou pas? Est-ce qu'ils sont gérés? Est-ce qu'il y a des problèmes d'isolement? Et le manque de reconnaissance. Le manque de reconnaissance, ça revient à peu près tout le temps dans la perception du stress perçu. Donc ça veut dire que derrière, en fait, excusez-moi, c'est un peu lourd, mais malheureusement, c'est ça qu'il faut bien mesurer. C'est qu'il y a 5 grandes familles de stresseurs qu'on doit mesurer. La première, ça va être d'essayer de mesurer les conditions de travail, c'est-à-dire est-ce qu'il y a beaucoup de contrats intérim, est-ce qu'il y a beaucoup de CDD, est-ce que les gens sont plus engagés en CDI, est-ce qu'il y a une évolution de carrière possible ou pas, est-ce qu'il y a des formations au sein de l'organisation, l'équilibre vie privée, vie professionnelle, toute la problématique de la gestion des emails, est-ce qu'il y a une politique au sein de l'organisation qui admet qu'au-delà de 20h jusqu'à 6h du matin, on ne traite pas les emails. Quelle est la politique quand on est international et qu'il y a les Américains et les Chinois? Moi, j'étais dans le cas, donc je devais bosser jusqu'à telle heure pour les Chinois, mais jusqu'à telle autre heure pour les Américains. Donc, à certains moments, c'est un peu compliqué. Les conditions de vie au travail, c'est l'environnement. Est-ce qu'on a les outils à disposition pour faire le travail qu'on est censé faire? Le support, donc, est-ce que des bruits, les personnes qui sont particulièrement sensibles au bruit, dans les flex space ou les open space, c'est particulièrement difficile pour elles. L'ERCO, donc le manque d'air naturel, le contenu du travail, est-ce que la nature du travail est variée ou pas? La charge émotionnelle, c'est sûr que si vous êtes dans un call center et à vous prendre des engueulades de clients du matin au soir, comment vous faites pour tenir le coup? Qu'est-ce qui est mis en place par l'organisation pour permettre de pas ramener tout ça chez soi? Oui. Pour la charge émotionnelle, j'invite aussi à une réflexion sur le fait que certaines personnes ont besoin de se rassurer et de se ressourcer chez soi à la maison, ou inversement, les gens qui ont des problèmes à la maison se ressourcent au travail. Et donc, il n'y a pas que le facteur travail aussi. J'aimerais juste souligner ça. Il y a aussi le facteur environnement, maison, home, famille. Oui, mais là, j'aborde que le stress lié au travail. Hein. Oui, mais on est bien d'accord que le burn-out est multifactoriel et que donc, il y a tout l'aspect de la vie privée qui intervient, c'est sûr. La 4e famille, ça va être l'organisation du travail. Est-ce qu'il y a une réflexion sur les backups quand on est en vacances? Est-ce qu'il y a une répartition qui est équilibrée? Les relations d'autorité, dans quel style est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est dans quelque chose de très paternaliste, de hiérarchique, ou est-ce qu'on est dans de la réflexion commune, dans la collaboration dans les équipes, les procédures, etc. Et puis, enfin, le dernier point qui est, vous l'avez vu tout à l'heure, 30%, c'est les conflits au travail, c'est les relations interpersonnelles au travail. Donc, est-ce qu'on a mis en place une réflexion sur
la résilience. Comment est-ce qu'on crée cette résilience au sein des organisations, ou est-ce qu'on est plutôt dans de la violence ou en tout cas d'une façon de communiquer qui peut être perçue comme étant agressive. Et puis la résolution des conflits dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, je voudrais inviter les personnes qui sont concernées dans leur organisation à réfléchir un petit peu. Est-ce qu'il y a dans ce que j'ai cité, comme dans ces 5 familles de stresseurs, des choses qui vous ont un peu éveillé? Et pour vous aider, je vais vous donner quelques exemples de causes professionnelles de burn-out. Ça va être, au sein d'une même équipe, un contrôle accru et le micromanagement. Alors, je ne parle pas du management adapté ou sur mesure par rapport à la personnalité de mon collaborateur. Je parle du micromanagement qui va être très différent d'une personne à l'autre, mais qui éveille un sentiment d'injustice, d'inéquité, etc. L'absence de reconnaissance et de charge de travail, donc ça, je l'ai dit, il y a beaucoup, pour apprendre à dire merci, à reconnaître ce qui est fait. Le déficit d'équité, la non-congruence des valeurs. Mais quand vous avez en grand des grandes valeurs d'une organisation et qu'on parle, par exemple, j'en sais rien, de transparence, de justice, et puis qu'après on apprend que telle personne et telle autre ne gagne pas le même salaire ou n'a pas obtenu les mêmes conditions, le même package, etc., ça crée forcément des problématiques. Un manque de solidarité, c'est souvent, c'est parce que cette personne qui tombe en burn-out a tendance elle-même à tomber dans l'isolement. Et donc, si on n'a pas créé quelque chose autour de ça et cette résilience pour qu'un collègue puisse lui dire avec toute la bienveillance possible qu'il est en train de glisser ou en tout cas qu'il s'inquiète pour lui, voilà, c'est une question. Une absence de vision, ça on voit beaucoup chez les fonctionnaires, par exemple, avec tous les changements de gouvernement, les changements de politique. À certains moments, ils ne savent plus du tout ce qui a du sens, ce qui n'en a pas. Et une absence d'éthique, évidemment, et un manque de support. Donc c'est souvent, moi, dans les consultations individuelles, c'est cette souffrance de on a retiré X postes et maintenant je suis seule à devoir assumer et j'ai déjà demandé plusieurs fois de l'aide et ça ne vient pas. Et j'en peux plus. Donc, le manque de support, c'est souvent une des causes professionnelles. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau collectif? Je voudrais juste rappeler, mais je suis sûre que vous le savez tous, je voudrais juste rappeler que c'est quand même depuis 2014 que tout employeur a l'obligation de mettre les mesures nécessaires pour prévenir les risques psychosociaux au travail. Tout employeur, à partir du moment où il y a un employé, a cette obligation-là. Et donc, voilà, c'est comment est-ce que je réfléchis à des situations qui peuvent mener à un stress trop prégnant ou à un burn-out. C'était un petit rappel. Alors, évidemment, des effets de risques risques psychosociaux qui ne seront pas traités, ils vont être doubles. Et c'est ça qui est important de ne pas l'oublier. Pour l'individu, fatalement, qui vit du stress et donc avec des pathologies derrière, un risque de burn-out ou des problèmes de santé d'ordre physique ou mental, mais pour l'organisation également. Parce qu'à un certain moment, à force d'avoir de l'absentéisme, du turnover, il va y avoir une image dégradée comme employeur. Donc, de toute façon, par la porte ou par la fenêtre, c'est important de prendre la mesure des effets des risques psychosociaux non traités et qu'on a prouvé qu'une entreprise qui investit dans de la prévention va avoir un retour sur investissement nettement plus important que si on est dans l'inverse, quoi. Alors, important, c'est que pour le burn-out, le retour n'est qu'une étape en fait. C'est pas, ça ne veut pas dire quand il est revenu, il est définitivement guéri. C'est important, c'est dans son étape de rétablissement, il retourne au travail. C'est pour ça que Philippe a bien expliqué qu'il était important de revenir à temps partiel et qu'on va encourager à avoir un suivi post-reprise et on va parler de 2 ans. Donc, par exemple, on encourage un burn-out qui reprend le travail à avoir un journal pour vraiment suivre son état général, comment il sent, et qui définisse lui-même quelles sont ses balises entre le feu vert, le feu orange et le feu rouge. Et quand il est à feu orange, qu'est-ce qu'il met en place pour ne pas tomber dans le feu rouge ? Et puis au niveau de l'organisation, c'est cette réflexion et c'est de prendre le retour du burn-out au travail comme étant une opportunité pour l'organisation de réfléchir à comment je peux supprimer ou à tout le moins modérer les facteurs organisationnels qui ont conduit à ce burn-out.
Et là, alors, il y a voilà, autre chose qui se déclenche. Et d'un point de vue symbolique, pour les autres travailleurs, c'est évidemment très important et percutant. Alors, étonnamment, de par le nombre de personnes que je croise, souvent, les personnes qui ont vécu un burn-out, ils ne veulent plus entendre parler de leur travail et ils veulent passer à toute autre chose. Alors, sincèrement, c'est nettement plus... Enfin, c'est moins mauvais, entre guillemets, je ne sais pas comment le dire, de retourner dans son emploi actuel. Si ce n'est dans des cas de harcèlement, alors là, c'est tout autre. Mais c'est quand même préférable de retourner dans son emploi actuel que de repartir de zéro. Parce que ça va demander une énergie beaucoup plus importante et que la reprise, c'est un moment, c'est quand même assez clé. Maintenant, il est évident que pour que la reprise se passe bien, il faut 2 conditions. C'est que le travailleur ait envie de reprendre le travail et que l'employeur ait envie qu'il reprenne le travail. Et ce n'est pas forcément évident, vu le nombre de personnes que j'ai croisées qui, quand ils reprennent, ils ne sont ni accueillis par les RH, ni par leur manager. Ils ne savent même plus qui est leur manager. Ils n'ont plus d'outils de travail. Ils n'ont pas de PC. Ils ne savent plus... Enfin bref, j'en ai déjà entendu pas mal là-dessus. Donc c'est un petit peu... voilà, c'est un peu dommage. Mais il faut aussi savoir que toute maladie confondue, et c'est pour ça que Maggie de Bloch est notamment, mais John va bien expliquer, je pense aussi ça, c'est que toute maladie confondue, la probabilité de retour au travail, elle diminue fortement avec le temps. Donc, après 6 mois, ça va être 50%, mais après 12 mois, c'est 20%. Et après 24 mois, c'est 10%. Donc, c'est trouver le juste équilibre entre la reprise en douceur, dans des bonnes conditions, qu'il y a tellement de doutes, tellement de peur que la personne préfère ne pas retourner, mais qui, à un moment, elle a aussi d'autres difficultés auxquelles faire face. Alors, quels sont les acteurs clés dans votre organisation? La problématique du burn-out, c'est que c'est des acteurs qui se croisent pas forcément souvent. Et donc, c'est vraiment avoir une réflexion de moments où chacun va pouvoir échanger. Donc, il y a évidemment, en fonction de la taille de l'entreprise, il y a les personnes de confiance, il y a l'éventuel conseiller en prévention des risques psychosociaux, et puis il y a le conseiller à la protection, le CPPT, le conseiller à la prévention et protection du travail. Ça, c'est un rôle bien défini. Il y a évidemment le département RH, il y en a qui sont ici. Il y a les partenaires sociaux en fonction de l'organisation. Il y a le management. Et puis, il y a aussi le médecin du travail, puisque John va en parler, et également les collègues. Donc, c'est quels sont parmi les acteurs clés, quel est le réfléchir à un plan d'action pour réintégrer au mieux et éviter que ça reprenne. Alors, sur quoi est-ce qu'on peut travailler? On peut travailler, par exemple, sur la charge de travail, donc quelles sont les priorités, les urgences, les processus, soutenir l'autonomie. On est vraiment à une réalité où les personnes veulent ont besoin de liberté dans leur travail, qu'on leur fasse confiance dans leur capacité à faire face à leur job, leur donner les moyens, donner de la reconnaissance extrinsèque et intrinsèque. Donc, par exemple, si à chaque fois dans une réunion d'équipe, le manager donne alloue des tâches toujours à une autre personne que moi, alors que j'ai exactement les mêmes compétences, à un moment, ça commence à atteindre cette personne en se disant « mais pourquoi est-ce que c'est toujours un autre qui a ce chouette projet et que moi, je ne l'ai pas ?» Voilà, donc toute cette reconnaissance extrinsèque-intrinsèque est importante. Favoriser le soutien de la communauté de travail, donc notamment en parlant de résilience, pratiquer l'équité, et puis, respecter l'éthique et les valeurs, donc essayer de mettre qu'il y ait un minimum d'alignement dans ces aspects-là. Alors, on peut, donc, je le disais tout à l'heure, organiser une enquête sur les aspects psychosociaux problématiques internes, donc de façon à vraiment réfléchir à par où commencer pour améliorer ses conditions de travail, par où est-ce qu'on peut commencer, qu'est-ce qui est le plus urgent pour les travailleurs. Encourager une meilleure communication, une meilleure collaboration entre les travailleurs. Donc, encore une fois, est-ce qu'il y a de la gestion de conflits? Comment est-ce qu'on communique? Est-ce qu'il y a une ouverture? Est-ce qu'il y a, quel type de leadership? Une meilleure formation des managers, c'est un petit peu aussi à l'issue de toutes mes consultations, mes rencontres, etc., que j'ai monté ce fameux programme Connected Leaders pour lequel vous avez reçu le petit flyer.
Et la création d'une intervision collective. Une intervision collective, ce n'est pas quelque chose de très cher à organiser et ça peut être très porteur, surtout par exemple quand il y a de la charge émotionnelle qui est importante, quand il y a des cas lourds. L'intervision va permettre de libérer la parole sans pour autant avoir d'office des solutions à toutes les problématiques, mais n'empêche que ça peut vachement aider dans certaines situations. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Promouvoir le leadership à visage humain. Donc, il y a tous les leaderships maintenant où on parle de agile, de connecté, de collaboratif. Robert Collard, qui est ici, a son livre, je vous le montrerai là, Bâtir une organisation collaborative. Proposer éventuellement dans une organisation de la mindfulness, du yoga ou du qigong pour essayer de mettre, comme Philippe le disait tout à l'heure, de l'importance des pauses, du ralentissement, d'exercices de méditation éventuels dans certaines, en introduction à des réunions. Il faut voir dans quel milieu on est, dans quel climat social. Être orienté solution plutôt qu'orienté problème, hein. C'est comment est-ce que, voilà, on a telle problématique, on se réfléchit ensemble sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Et puis de la médiation au lieu de procédure de plainte. Des personnes qui vont entamer comme ça parce qu'ils ont besoin d'être reconnus dans ce qu'ils ont vécu et qui sont partis en justice pour X années, peut-être que ça pourrait être envisagé autrement. Et on a d'ailleurs Vanessa qui est médiatrice dans l'équipe. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Et la médiation, c'est quelque chose qui est devenu de plus en plus important et qui fait vraiment sens dans tout ce qu'on peut trouver comme conflit interpersonnel dans les organisations. J'en ai bientôt fini. Au niveau du manager, qu'est-ce qui est important aussi? Au niveau de l'intégration d'un nouveau collaborateur, est-ce qu'on soigne son accueil? Comment est-ce qu'on l'accueille? Comment est-ce qu'il va être intégré au sein de son équipe? Accepter les émotions. Donc, un manager apprenne à accepter ses émotions pour après pouvoir accepter les émotions des collègues, pour savoir derrière ce qu'on peut en faire. Apprendre à prendre soin de soi et ne pas rester isolé face aux difficultés. Donc, si on a libéré la parole et qu'une personne est en difficulté, qu'elle puisse en parler ouvertement avec d'autres et voir comment on met les priorités, par exemple. Préparer avec ses collègues le retour des collègues malades. Alors là, il y a aussi un aspect que j'ai pas le temps d'aborder, mais quand une personne est tombée en burn-out, en général, il y a une surcharge de travail dans l'équipe. Donc, ce qui est intéressant, c'est aussi de permettre de libérer la parole au sein de cette équipe, parce qu'il y en a qui en ont plein le dos également. Et donc, c'est aussi avoir cette réflexion quand il y a avant le retour, c'est comment je mets en place, je fais ce qu'il faut pour que les personnes ne se vengent pas sur cette personne qui revient du burn-out. Ce qui est relativement classique, malheureusement. En tant que manager, c'est essayer d'être clair le plus possible sur ses attentes par rapport à ses collègues, ne pas laisser les conflits et les désaccords s'envenimer, contribuer à un environnement qui est exempt de peur, donc c'est dépasser de fonctionner sur la peur uniquement, soutenir les collègues qui prennent des initiatives et puis garder de la place pour du fun, pour des discussions informelles, pour des moments comme ça de petites pauses où on n'est pas que job-oriented. Voilà, je vais m'arrêter là, je pense. Apprendre aussi à analyser les échecs, les succès, mais traduire des problèmes en souhaits, remercier ceux qui vont aider dans les tâches, les responsabilités. Et alors, un élément qui est important et qui malheureusement fait parfois défaut, c'est qu'un manager doit avoir une action immédiate par rapport à des comportements qui sont inacceptables. Et ne pas continuer à faire la sourde oreille ou par rapport à des conflits, c'est prendre le problème à bras-le-corps et essayer de le régler dès que possible, dans les bonnes conditions, c'est sûr. On ne sait pas le faire n'importe où, mais n'empêche que c'est vraiment important.